bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans les grandes lignes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un célèbre bombardier en piqué allemand de la Seconde Guerre mondiale. Dès 1920, les Allemands prirent conscience de l'efficacité des bombardiers en piqué. Ainsi, en janvier 1930, le ministère de l'Aviation allemand fit un appel d'offres pour la conception de bombardiers en piqué. Plusieurs prototypes furent fabriqués par les sociétés Arado, Blum & Voss et Junker. Dans cette vidéo, nous allons parler du Junker 87, dit le Stuka. Le terme Stuka est la contraction de Sturzkampfflugzeug, composé de trois mots. Sturz pour chute, Kampf pour combat et Flugzeug pour avion, soit littéralement avion de combat en piqué. Il faut savoir que le terme Sturzkampfflugzeug désignait tous les bombardiers en piqué. Ce sera suite au succès de cet appareil et à sa présence massive en tant que bombardier en piqué que le Junker 87 sera nommé ainsi. Les bombardiers en piqué reprennent la manière dont les rapaces plongent avec précision sur leur proie. En effet, un bombardier en piqué s'avère plus efficace et permet également d'atteindre des cibles en mouvement. Le Junker 87 Stuka V1 vit le jour en 1935. C'est en automne de cette même année qu'il fera son premier vol d'essai. Ce modèle était doté d'une double dérive. Seulement, lors des virages serrés, le pilote perdit le contrôle de l'appareil et s'écrasa. En effet, le premier prototype du Junker 87 était particulièrement instable lors de ce type de manœuvre. Le second prototype, le V2, lui recevra une dérive simple et sera doté de plans rapportés à l'intrados à l'extérieur des pantalons de roue. Ces plans pouvaient pivoter à 90 degrés et constituaient de cette façon d'excellents aérofreins. C'est lors des essais en mars 1936 qu'il se démarque de ses deux autres concurrents, l'AR-81 présenté par Arado et le HE-118 présenté par Heinkel. Le modèle HA-137 présenté par Blum & Voss, assez similaire au Junker 87, présentait le même profil avec ses ailes en W et sa capacité à plonger à la quasi-verticale. Il opposait une sérieuse concurrence au Junker 87 qui sera déclaré vainqueur, notamment pour son poste de mitrailleur arrière qui garantit une bonne défense de l'appareil. D'autres prototypes seront conçus toujours plus performants avec des changements notables, comme une verrière revisitée, un aérodynamisme plus efficace, jusqu'à aboutir à la première série de Stuka, la version A, Anton, dont 10 avions de pré-production seront construits pendant l'été 1936. La production en masse de l'appareil pouvait enfin débuter. Intéressons-nous maintenant de plus près aux particularités de cet appareil. En premier lieu, ce qui fit que cet appareil se démarqua de beaucoup d'autres, c'est ses ailes en mouette inversée. Certains appareils comme le DO-26 bimoteur de la société Dornier, conçu en 1930, étaient dotés d'ailes en mouette simples, ce qui permettait l'installation d'hélices de grand diamètre aux points les plus hauts de la voilure. Les ailes en mouette inversée, elles, permettent l'installation de moteurs très puissants avec des hélices de grande envergure sur les appareils monomoteurs installés sur le fuselage. La surélévation du moteur permettait d'éviter l'installation de trains d'atterrissage massifs, fragiles et complexes. Cette configuration d'ailes donnait aussi un avantage lors de la ressource. Le terme ressource est employé pour désigner le redressement de l'avion après un piqué. Ce qui nous amène à deux autres particularités de cet appareil. Ces trains d'atterrissage fixes, plus solides, malgré leur impact sur l'aérodynamisme de l'appareil, ils n'avaient au final pas une grosse incidence sur les Stuka dans la mesure où ces appareils étaient assez lents. Quant au système de largage, le Stuka était équipé d'un bras mobile, aussi appelé cadre, qui, en basculant vers l'avant, permettait de lancer la bombe dans sa course en la faisant passer sous l'hélice. Une autre particularité qui attire l'œil sur ces appareils, c'est son énorme radiateur sous l'hélice, qui selon les modèles possédait des persiennes verticales sur la version Anton, puis horizontales à partir de la version Bertha. Le radiateur de Stuka peut certaines fois donner l'impression que l'appareil sourit. Bien évidemment, nous n'allions pas parler du Junker 87 sans évoquer la fameuse sirène dont on a si souvent entendu parler. Elle est très souvent la raison pour laquelle cet appareil est aussi célèbre. Elle s'appelait trompette de Jericho. C'était en fait deux hélices fixées au niveau des trains d'atterrissage qui lors des piquets produisaient un son strident destiné à saper le moral des troupes ennemies. Elle pouvait également servir au pilote à contrôler à l'oreille la vitesse du piquet tout en restant concentré sur le bombardement. Je produirai un épisode dédié aux trompettes de Jericho. Les ingénieurs mirent au point un système très avancé d'aérofrein automatique sur le Stuka, qui permettait de redresser l'appareil automatiquement après un piqué, dans la mesure où les jets, soit la force gravitationnelle subie par l'équipage, pouvaient atteindre jusqu'à 4 fois la gravité terrestre. Il arrivait que les pilotes perdent connaissance suite à l'apparition du voile noir, causé par le manque de sang dans le cerveau. C'était bien avant l'invention des combinaisons anti-jet, et cela permettait à l'avion de continuer à voler et de garder son équipage sauf. Des tests médicaux très avancés furent effectués à bord de Stuka à Dressau, qui ne manqueront pas d'impressionner l'armée américaine lors de son occupation. Le Stuka fut produit toutes versions confondues à 5700 exemplaires. Il pesait 2750 kg à vide et pouvait être rechargé au maximum jusqu'à 4250 kg. Il mesurait 11 mètres de long pour une envergure de 13 mètres 8 et mesurait 4 mètres de haut. Il avait une vitesse ascensionnelle de 214 mètres minute, soit 3,5 mètres secondes.
Il était capable de voler à une altitude maximum de 8000 mètres. Il avait une vitesse maximum de 380 km/h. En piqué, il atteignait des vitesses de 600 km/h. Voici un schéma de la manière dont un Stuka bombardait sa cible. L'appareil débute son piqué à une moyenne de 5000 mètres. Il descend en piqué à un angle d'environ 80 degrés, généralement compris entre 60 et 90 degrés. Il largue ses bombes aux alentours de 600 mètres, puis opère son redressement juste après le largage, généralement à 500 mètres. Historiquement, le Stuka a commencé sa carrière lors de la guerre civile espagnole, dans la Légion Condor, où les Allemands envoyèrent secrètement un Stuka aux nationalistes espagnols, avec comme pilote Hermann Bauer accompagné d'un certain Schwyz pour prendre part à l'offensive contre Bilbao en janvier 1937. 3 nouveaux appareils s'y verront affectés. L'utilisation du Junker 87 lors de la guerre civile espagnole aura permis de l'améliorer et de remarquer certains problèmes qui seront rapidement résolus. Wolfram von Richthofen, neveu du célèbre Baron Rouge qui s'était opposé quelques années plus tôt à la conception du Stuka, fut si impressionné par ses états de service au sein de la Légion Condor dont il était le commandant qu'il réclama de nouveaux Junker 87. Le 15 août 1939, 13 Stuka s'écrasèrent lors d'un entraînement de bombardement en piqué à cause du brouillard. Les pilotes n'ont pas pu évaluer correctement le redressement de leur appareil. Parmi eux, figuraient de très bons pilotes destinés à devenir des as du Stuka. Le 1er septembre 1939, 366 Stuka de la première version Anton participèrent au Blitzkrieg contre la Pologne. Ils furent à l'origine de nombreuses pertes de l'armée polonaise et firent des ravages sur sa flotte. Près de 31 Stuka seront abattus pendant cette période. Le 9 avril 1940, les Stuka participèrent à l'invasion de la Norvège et du Danemark, notamment en attaquant la forteresse d'Oskarborg et en endommageant gravement l'Eiger, un destroyer norvégien de 735 tonnes. Le 10 mai 1940, les Stuka participèrent à la campagne de France au cours de laquelle ils fournirent un soutien apprécié des forces allemandes, mais durant laquelle leurs pertes furent élevées. En juillet 1940, commence la bataille d'Angleterre, durant laquelle les Stuka seront très utilisés notamment pour attaquer la navale anglaise ainsi que les aérodromes anglais. Les pertes seront assez élevées dues à une certaine vulnérabilité du Stuka due à sa faible vitesse. Il reste une proie facile pour la Royal Air Force, mais les pertes seront 2 fois moins élevées qu'en France. Le 12 février, le 1er et le 2e escadron de bombardement en piqué quittent la Sicile pour offrir leur soutien à l'Africa Corps à la demande d'Erwin Rommel. Une version spéciale du Stuka sera d'ailleurs développée pour la campagne d'Afrique du Nord, la version tropicale incluant des filtres anti-sable. Ils participèrent aux plus grandes batailles d'Afrique du Nord, comme celles de Tobruk, Gazala et El Alamein. Ils offriront un soutien non négligeable aux Allemands contre les GI en Tunisie, notamment en détruisant un de leurs destroyers. Le Stuka offrira son soutien aux troupes allemandes lors de l'attaque de l'Italie par les Alliés. Mais lorsque l'Italie change de camp, le 8 septembre 1943, ils sont retirés. Ils auront néanmoins considérablement participé au ralentissement des Alliés en Italie. Les Stuka retirés seront redéployés sur le front Est. Le 22 juin 1941, les Allemands entament l'invasion de la Russie, lors de l'opération Barbarossa. À partir de cette date, les pilotes de Stuka n'eurent pas de répit. De l'aube au crépuscule, ils enchaînèrent des missions à rythme effréné. Ils seront d'une grande utilité notamment en détruisant des blindés soviétiques, mais aussi en coulant de nombreux navires et parfois en détruisant des cibles peu courantes, comme des trains blindés. Néanmoins, les Stuka ne furent pas suffisamment nombreux par rapport à l'immensité des lignes de front à l'est. Le Stuka participera tout au long de la guerre à des missions de bombardement et de soutien des troupes allemandes. Il sera un appareil très efficace pour la destruction de nombreux objectifs, blindés et navires, jusqu'à la défaite du Troisième Reich. Le Stuka avait une réputation de proie facile. Parfois aussi appelés tigres en papier, ils étaient certes lents et peu manœuvrables, mais aussi étaient souvent attaqués par des appareils ennemis en surnombre. Malgré tout, le Junker 87 était un appareil incroyablement robuste et résistant. Si bien que bon nombre de ceux que les Alliés pensaient avoir abattus réussirent à rentrer et à se poser à leur base, parfois dans des états à peine croyables, criblés d'impacts de balles et d'obus. De ses débuts en 1936 jusqu'à son retrait en 1945 par la Luftwaffe, soit en 9 ans de service, cet appareil aura été un atout majeur pour l'armée allemande. Sa capacité à bombarder des cibles stratégiques aussi bien fixes qu'en mouvement leur donnèrent l'avantage dans bien des situations. C'est un appareil qui aura révolutionné à sa manière l'aéronautique et représente à lui seul le génie dont a pu faire preuve l'ingénierie allemande, encore maintenant un exemple dans le monde entier. Voilà pour l'histoire du Junker 87 dans les grandes lignes. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous y aurez appris des choses. 2 autres épisodes concernant le Stuka sont prévus, l'un sur les trompettes de Jericho, l'autre sur les différentes variantes de cet appareil. Gardez à l'esprit que j'ai vulgarisé le sujet du Stuka et qu'il est toujours possible de l'approfondir. Merci de votre attention.